Merci beaucoup, cher Michel, d'avoir posé les bases de ce découplage et donc le contexte de ce débat, et puis d'avoir aussi introduit cette question du schéma national bas carbone que nous allons aborder maintenant dans quelques instants avec Aurélien Bigot. Aurélien Bigot, vous êtes chercheur à la chaire Énergie et Prospérité, et vous êtes en train de soumettre une thèse. Je pense qu'on va peut-être désinfecter le. On va tout faire. Voilà. Donc, je rappelle donc l'intitulé de votre thèse: les transports face aux défis de la transition énergétique, exploration entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement. Donc, ce que vous allez nous expliquer, c'est un peu comment vous voyez cette dualité entre la priorité à la technologie pour réduire les émissions carbone, ou alors de remettre en cause ce qu'on appelle un peu les fondements de la société carbone. Est-ce qu'il faut modifier un certain nombre de choses qui n'ont pas rapport à la technologie, mais plutôt au comportement? C'est cette fameuse dualité dont Michel a rappelé un certain nombre d'aspects. Donc je vous laisse la parole pendant quelques instants pour nous exposer votre façon de voir les choses fin 2020. Merci beaucoup de l'invitation. Bonjour à tous et à tous. Donc je vais en effet montrer quelques éléments en lien donc, avec ma thèse par rapport aux trajectoires d'émissions des transports passés, actuels et à venir. Je vais me focaliser, la thèse est à la fois sur les transports de voyageurs et de marchandises. Ici, je vais plutôt revenir sur les voyageurs, donc ce sera complémentaire aussi de la présentation précédente. Donc tout d'abord, pour donner un petit peu de contexte, ici c'est la courbe des émissions, donc ici voyageurs et marchandises, donc des transports intérieurs en France, donc depuis 1960 jusqu'à 2019. Donc on voit qu'il y a plutôt une forte croissance jusqu'au début des années 2000, et depuis plutôt un ralentissement, une petite baisse, notamment au moment de la crise de 2008 liée à la chute de la demande qu'on a pu voir sur les diapositives précédentes sur le transport de marchandises. Mais cette courbe-là n'inclut pas l'ensemble des émissions des transports. Donc tout d'abord, c'est uniquement les émissions directes, donc ça ne prend pas en compte la production de l'énergie, la production des véhicules ou encore la construction, l'entretien des infrastructures. Mais il y a aussi d'autres émissions qui sont, la courbe au-dessus, c'est aussi avec les émissions liées à la combustion de biomasse, donc celles des biocarburants. Donc les biocarburants, les brûlés, ça émet aussi du CO2. Et il se trouve que leur production ne permet pas de compenser, aujourd'hui les biocarburants utilisés en France, leur production ne permet pas de compenser les émissions émises à la combustion. Et puis encore, on peut rajouter un autre périmètre, d'autres émissions, celles du transport international. Alors est-ce que ça arrive? Je vois qu'il y a un petit décalage sur certaines slides, j'espère que ça ira mieux après. Avec le transport international, donc historiquement c'était surtout le transport maritime qui est plutôt en baisse sur ces dernières années. Maintenant c'est essentiellement la croissance du trafic aérien qui entraîne les émissions qui sont à la hausse. Donc au total on est plutôt à une certaine stagnation des émissions des transports, en tout cas depuis le début des années 2000. Et ce que prévoit la stratégie nationale bas carbone, donc qui est uniquement sur les transports intérieurs, c'est une très forte baisse des émissions, donc d'ici 2050, pour atteindre la neutralité carbone au niveau global. Et pour le secteur des transports, c'est une décarbonation quasiment complète du secteur. Donc il ne reste plus qu'un petit peu de pétrole uniquement dans le transport aérien et maritime. Mais sinon, les transports terrestres, en tout cas, sont totalement décarbonés à l'horizon 2050. La stratégie nationale bas carbone mise sur 5 différents leviers. Donc ça reprend un certain nombre de leviers que Michel Savy a présenté précédemment. Donc il y a tout d'abord le levier de la demande de transport. Donc sur les voyageurs, c'est le nombre de kilomètres parcourus en tout par les voyageurs sur une année. Ensuite, il y a le levier du report modal. Donc le report modal vers des modes davantage bas carbone. Il y a le levier du remplissage des véhicules. Donc avec notamment le développement du covoiturage pour les voyageurs. Il y a le levier d'efficacité énergétique des véhicules, donc mesuré comme les consommations d'énergie par kilomètre parcouru par les véhicules. Et enfin, il y a celui d'intensité carbone de l'énergie. Donc là, ça va être de passer du pétrole, donc qui est une énergie qui a une forte intensité carbone, à d'autres types d'énergie, donc que ce soit l'électricité, les biocarburants, le biogaz ou encore l'hydrogène, à condition qu'ils soient produits de manière durable, pour faire baisser cette intensité carbone de l'énergie.
Donc l'avantage de ces 5 leviers, c'est qu'en fait, ils sont multiplicatifs et on peut regarder l'évolution des émissions de CO2 des transports au regard de l'importance de ces 5 différents leviers. Donc c'est ce que je vais faire avec cette première slide sur les émissions uniquement ici des voyageurs sur 1960-2017. On voit donc par rapport à une base 1 en 1960 que les émissions ont été multipliées par 4,2, avec surtout un pic au début des années 2000. Et donc maintenant, si on regarde les 5 autres leviers, donc il y a tout d'abord celui de la demande de transport. Celle-ci a été multipliée par 4,7 sur l'ensemble de la période. Donc elle a été assez proche des émissions de CO2. Donc ça veut dire que pour l'instant, le découplage, cette fois-ci mesuré en émissions de CO2 par kilomètre, pour le moment, est très relatif. Donc il y a seulement une faible baisse des émissions de CO2 par kilomètre, plutôt sur la fin de la période. Et ce faible découplage s'explique par le fait que les 4 autres facteurs se sont principalement compensés entre eux. Donc il y a des facteurs qui ont joué plutôt à la hausse sur les émissions. Donc historiquement, depuis 1960, le report modal a plutôt joué à la hausse, bien que plus récemment, il y a eu un effet à la baisse depuis le début des années 90, mais qui est plutôt de l'ordre d'un impact de moins 3% sur les émissions de CO2 des voyageurs, donc ce qui reste assez faible. Ensuite, il y a un autre facteur qui a joué à la hausse, c'est celui du remplissage des véhicules, donc le remplissage a baissé. On est moins nombreux en moyenne par voiture aujourd'hui qu'en 1960. Et dans le même temps, il y a eu 2 facteurs qui ont joué à la baisse. Tout d'abord, l'efficacité énergétique des véhicules, donc de manière assez régulière, qui a progressé, qui a permis d'orienter les émissions par kilomètre à la baisse. Et de manière plus marginale, cette fois-ci, il y a l'intensité carbone de l'énergie qui a aussi joué un petit peu à la baisse. Mais comme je le disais, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de rupture au moment des années entre 2005 et 2010, qui est essentiellement lié au développement des biocarburants, que si on les regarde de manière plus globale en analyse de cycle de vie, ne permettent pas vraiment de baisse d'émissions aujourd'hui. Si on regarde une autre vision, donc là cette fois-ci, c'est les émissions de CO2 sur les 25 dernières années, donc depuis 1992, parce que depuis cette année-là, il y a des tendances qui ont un petit peu changé. On peut voir ici donc la courbe des émissions de CO2. Donc là, j'ai inclus cette fois-ci avec les émissions de combustion de la biomasse, donc des biocarburants. Donc on voit plutôt une tendance relativement stable depuis le début des années 2000. Et si on regarde avec différents, cette fois-ci, d'autres facteurs, donc on voit que le nombre de kilomètres par personne et les émissions de CO2 ont une évolution très proche sur les derniers 25 ans. Donc ce qui oriente à la hausse ou à la baisse d'une année sur l'autre les émissions, ça va être essentiellement est-ce qu'on fait plus de kilomètres ou pas. Et dans le même temps, il y a la population qui, elle, a continué à augmenter, donc a eu un impact à la hausse sur les émissions. Et ça c'est compensé par, pour le coup, la baisse des émissions de CO2 par kilomètre. Donc sur les 25 dernières années, ces émissions-là sont plutôt à la baisse, mais de manière relativement faible. Donc là, on voit moins 12%. Donc sur 25 ans, c'est qu'en moyenne, on est à moins 0,5% par an de baisse d'émissions de CO2 par kilomètre en France. Et ce moins 0,5%, il est à la fois insuffisant parce qu'il est compensé par la croissance de la population, mais surtout parce que la stratégie nationale bas carbone, elle prévoit qu'entre 2015 et 2030, cette baisse d'émissions de CO2 par kilomètre soit de moins 3,8%. Donc il faut passer de moins 0,5 à moins 3,8. Donc en gros, il faut multiplier par plus de 7 l'effort qu'on doit faire sur ce fameux découplage des émissions de CO2 par kilomètre que pour l'instant, on ne voit pas beaucoup. Donc comment la stratégie nationale bas carbone vise ce très fort découplage? Donc là, on peut refaire une décomposition donc avec les 5 leviers des voyageurs. Donc là, on voit la courbe d'émissions, de baisse d'émissions, on voit la courbe des baisses d'émissions de CO2 prévues par la stratégie nationale bas carbone pour les transports de voyageurs, donc une quasi-décarbonation complète. Et ensuite, on peut regarder l'impact des 5 leviers. Donc tout d'abord, la demande de transport est en hausse dans le scénario, donc liée à la croissance de la population, à la croissance de nombre de kilomètres par personne. Donc c'est ça qui explique aussi que le découplage doit être très fort, c'est que la demande aussi augmente. Ensuite, il y a l'effet du report modal et du remplissage, c'est de l'ordre de moins 10% chacun en termes de baisse d'émissions, alors que quand on regarde d'autres scénarios de transition énergétique, on voit qu'il y a des potentiels qui peuvent aller jusqu'à moins 20% en actionnant de manière plus ambitieuse, en tout cas, ces 2 leviers-là. Et ensuite, les principaux facteurs qui amènent les émissions à la baisse, c'est essentiellement l'efficacité énergétique et l'intensité carbone de l'énergie, donc des facteurs plutôt technologiques, alors que ceux de sobriété sont... le scénario est moins ambitieux, disons, sur les premiers leviers qui sont davantage de sobriété.
Et ce qu'on voit sur l'efficacité énergétique, c'est que notamment, c'est le principal levier à court terme qui permet des baisses d'émissions. Et ça, c'est essentiellement par le renouvellement du parc, sur lequel on a actuellement beaucoup de retard, parce que sur les années 2015 à 2019, les émissions des voitures neuves ont été constantes. Donc on a pris beaucoup de retard sur le principal levier qui devait nous permettre à court terme de baisser les émissions. Et l'intensité carbone, pour le coup, a plutôt un impact fort, plutôt après 2030. Je vais passer à quelques enseignements du coup, de ces principaux, de ces graphiques. Donc sur la demande de transport, on a vu que c'était le facteur majeur par le passé et que d'une certaine manière, il a aussi été encouragé par les politiques publiques qui ont visé l'augmentation de l'offre de transport, la construction d'infrastructures, les subventions à certains modes, etc. Et sur d'autres facteurs, elle a pu encourager des facteurs tels que l'efficacité énergétique qui ont des risques aussi d'effet rebond sur la demande. Donc aujourd'hui aussi, il me semble que c'est un facteur qui est la modération de la demande de transport qui est encore trop peu pris en compte dans les politiques publiques. Il me semble notamment que dans la loi d'orientation des mobilités, il y a des choses un peu sur tous les facteurs, mais assez peu sur la demande de transport, de ce que j'en ai vu. Et pour modérer la demande de transport à l'avenir, c'est surtout l'importance de l'aménagement du territoire et des activités pour réussir à aller vers davantage de proximité sur les déplacements locaux. Et après, je pense qu'il y a un risque plus important sur les déplacements davantage à longue distance, notamment sur le transport aérien, où on sait qu'il n'y a pas de solution technologique à court et même à moyen terme, notamment sur les déplacements à plus longue distance. Et on sait que si la demande continue à augmenter, on va avoir la même chose qu'on a vu par le passé sur l'ensemble des transports, c'est que ça va faire augmenter les émissions. Ensuite, sur le report modal, donc je le disais, il y a un potentiel de moins 20% sur ce facteur-là, à condition, je pense, c'est en lien avec le facteur précédent, c'est qu'il y ait une interaction extrêmement forte avec la demande totale. Et que ce potentiel de moins 20%, c'est à condition que la demande de transport n'augmente pas trop. Sinon, il n'y a pas de possibilité de report modal aussi significatif que ça. Donc c'est d'assumer quelque part, de mettre des contraintes sur les modes les plus émetteurs, en parallèle du développement des alternatives, en tout cas si on veut avoir des reports modaux aussi importants que cela. Ensuite, sur le taux de remplissage, donc il y a un potentiel aussi assez fort. Je pense qu'il est surtout important en termes de baisse d'émissions dans les zones peu denses pour des déplacements du quotidien, si on ne veut pas avoir des effets rebonds qui peuvent être assez forts, notamment comme on l'a vu sur la plus longue distance, où une grande partie des usagers du covoiturage venaient plutôt du train, ou des fois, pour une partie d'entre eux, ne se seraient pas déplacés si le service n'existait pas. Je pense que sur les zones peu denses, il y a moins ce risque d'effet rebond, donc je pense que ça pourrait être une piste de soutenir en particulier le covoiturage dans ces zones-là. Sur l'efficacité énergétique, il y a eu un impact important par le passé et à l'avenir, c'est aussi un facteur extrêmement important, comme on l'a vu notamment dans la stratégie nationale bas carbone. Mais on est en retard ces dernières années. Je pense qu'il y a des potentiels, notamment à court terme, qui peuvent être importants. C'est à la fois sur la baisse du poids, donc ça c'est dans les débats actuellement, et il y a aussi sur la baisse des vitesses sur les réseaux les plus rapides, notamment sur les autoroutes. Ça a aussi été dans les débats sur ces dernières semaines. Donc la baisse de vitesse, ça permet d'agir directement sur le parc déjà existant, alors que le malus, par exemple, au poids, c'est plutôt sur le renouvellement du parc. Donc il y a un effet un peu plus une certaine inertie, disons, au renouvellement du parc. Et enfin, le dernier facteur, donc intensité carbone de l'énergie, qui est un facteur majeur, surtout après 2030, comme on l'a vu, parce que c'est un peu le seul facteur qui permet d'arriver à zéro émission directe à 2050. Donc ça, c'est un facteur, dans tous les cas, qui va être majeur à l'avenir et qui doit être pensé en interaction avec les mesures de sobriété. Je pense notamment aux véhicules électriques. Si on veut bénéficier du maximum d'intérêt de ce véhicule électrique, il doit être pensé en interaction avec des mesures de sobriété, notamment sur le poids des véhicules, etc. On sait que plus le poids des batteries est important, plus les impacts à la production des véhicules sont importants aussi. Donc ça, c'est l'importance de prendre aussi en compte les émissions indirectes, parce que ces émissions de production des véhicules ne sont pas prises en compte directement dans les courbes que j'ai pu montrer. Et puis aussi aux autres impacts environnementaux qu'il peut y avoir sur l'électrique, mais aussi potentiellement sur l'hydrogène, sur le biogaz ou sur les biocarburants. Donc je vous remercie de votre attention et j'ai laissé mon contact si jamais vous voulez poser des questions, faire des commentaires ou que je vous envoie le lien de mon manuscrit. Merci beaucoup Aurélien Bigot. Juste une question, je sais que c'est toujours compliqué pour un chercheur de faire de la prospective plutôt que d'avoir un état des lieux, et l'état des lieux est très complet, mais votre sentiment sur la façon dont les choses évoluent, est-ce que vous pensez qu'on va plutôt
privilégier les facteurs technologiques, hein, ce que j'appelle les facteurs technologiques, hein, efficacité énergétique, intensité carbone, ou qu'on va être capable aussi de modifier les comportements, l'organisation de la mobilité, etc. Comment vous voyez les choses évoluer? Et on ne va pas parler directement du confinement ou de la crise sanitaire, mais plutôt sur le long terme, comment vous voyez les choses évoluer de votre point de vue, vous, de chercheur? Pour l'instant, j'ai l'impression en tout cas que ce que montre la stratégie nationale bas carbone, et selon moi aussi, d'une certaine, ça reflète en partie aussi les politiques publiques mises en œuvre actuellement, c'est qu'il y a une certaine focalisation sur les leviers technologiques qui, de toute façon, sont indispensables. Dans tous les scénarios de transition énergétique, même ceux qui misent sur la sobriété, il y a une part de la technologie qui est extrêmement importante. Donc ça, je pense qu'il faut le garder dans tous les cas. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit ajouté avec certaines mesures de sobriété qui, pour l'instant, me semblent manquer dans les scénarios. Et ce qu'on regarde dans les scénarios de transition énergétique qui misent aussi sur la sobriété, c'est qu'elle peut permettre de faire la moitié du chemin. Donc par rapport à un scénario tendanciel, il peut y avoir une baisse de moitié environ des émissions liées à ces mesures de sobriété. Donc c'est très loin d'être négligeable. Et quand on voit qu'aujourd'hui on est en retard, notamment sur l'efficacité énergétique qui devait être à court terme, en tout cas, le principal levier pour baisser les émissions, je pense que ça demande de penser aussi d'autres mesures, et notamment celle de sobriété, qui aujourd'hui me semble plutôt manquante, en tout cas dans les politiques de transport. Merci beaucoup. Votre contact mail s'affiche, aurélien.bigot@hotmail.fr. Merci beaucoup, Aurélien.